Je vais prendre le temps évidemment de vous présenter, puis effectivement vous donner la parole assez rapidement également pour qu'on puisse, comme l'a introduit Maxence, on a vu ce qui se passait un peu à travers quelques exemples européens majeurs, assez significatifs, et puis de voir un petit peu aussi comment on traite ces sujets de résilience territoriale à travers vos actions, les travaux que vous menez, l'action des entreprises dans lesquelles vous opérez, et puis aussi les réflexions que vous pouvez mener sur justement les nouvelles façons de fabriquer la ville dans cet esprit de résilience territoriale. Donc j'ai le plaisir d'accueillir, je vais commencer à côté de moi si vous voulez bien, Cécile Diguet. Donc vous êtes urbaniste, directrice du département urbanisme, aménagement et territoire à l'Institut Paris Région, et vous avez notamment beaucoup travaillé sur, pas que, mais entre autres principalement sur la question de l'urbanisme transitoire ou préfiguratif, et comme un outil de reconquête des friches. Et vous allez nous en parler. Vous n'avez pas travaillé que sur ce sujet-là, évidemment, mais c'est un des sujets sur lesquels, voilà, entre autres, évidemment. Jean-Baptiste Ray, vous êtes directeur général adjoint à EPA Marne, EPA France, donc les établissements publics en charge du développement du territoire de Marne-la-Vallée. Un exemple très intéressant puisque c'est une structure ce sont des établissements publics qui ont été justement mis en place pour construire la ville nouvelle. Qui est un peu à contre-courant finalement des discours qu'on entend depuis le début de la journée sur le ZAN, la fin de l'extension urbaine. Donc vous allez nous dire un petit peu comment vous gérez je ne sais pas si on peut parler de paradoxe, mais en tout cas ce changement de paradigme concernant l'action d'EPA Marne et EPA France sur ce territoire encore assez récent finalement. Et enfin, Jérôme Barrier, vous êtes directeur général de la SEM SEBL Grand Est. Grand Est, vous y tenez. Voilà. Et également de la SAREM SPL de l'agglomération Messine. Et vous allez, à travers justement le pilotage de ces deux outils-là, peut-être aussi pouvoir nous expliquer un petit peu comment vous appréhendez finalement ce que vous appelez, à travers un ouvrage que vous avez publié récemment, la réconciliation entre les territoires urbains et les territoires plus ruraux, et comment ça se traduit concrètement dans l'action des outils dont vous pilotez le destin quotidiennement. Écoutez, je propose que vous démarriez, Jérôme, pour nous expliquer un peu tout ça, votre action à la tête de ces deux structures, et peut-être comment vous appréhendez justement la réconciliation entre ces différents territoires. Alors je commence par ça, le livre. Si vous voulez. Alors mes cheveux gris trahissent le fait que j'ai un long passé dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la direction d'entreprises publiques locales. Il se trouve que pendant très longtemps, j'ai été exclusivement un rat des champs, et maintenant, effectivement, je suis à la fois un rat des champs et un rat des villes. Pas une très grosse ville par rapport à celles qui viennent de nous être présentées, mais une ville quand même, en l'occurrence Metz. Voilà, donc je dirige la SEM d'aménagement de la région Grand Est. C'est pour ça que je tiens à l'appellation SEBL Grand Est et la SPL d'aménagement de l'Eurométropole de Metz. Et je constate tous les jours à quel point les contextes dans lesquels j'interviens sont extrêmement différents, que ce soit en milieu urbain et dans les travaux d'aujourd'hui, mais d'une manière générale, dans ce type de rencontre, on parle énormément de transition en ce qui concerne la ville et de problématiques urbaines, et puis on oublie très régulièrement les problématiques de l'aménagement du périurbain, du rural, des petites villes. Et d'ailleurs, les deux exemples que j'illustrerai tout à l'heure, quand vous voudrez que je les commente, sont vraiment des exemples petites villes. C'est parce que c'est ça qui me paraît être particulièrement intéressant et complémentaire par rapport à ce qui se dit aujourd'hui. Et effectivement, à l'occasion du confinement, j'ai profité de ce moment-là pour mettre sur le papier un certain nombre d'idées accumulées au cours des ans sur cette question de la ville et de la campagne, et de comment, depuis, à mon sens, le début des années 70, on avait progressivement
concentrer les politiques publiques exclusivement sur les problématiques de la ville. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, mais ça ne s'est concentré que là-dessus. Et dans le même temps, et ce n'est pas un hasard, on a abandonné la politique d'aménagement du territoire, la DATAR, qui a progressivement disparu de la scène à ce moment-là. Et donc, il y a eu un mouvement à partir de ce moment-là de concentration sur d'abord les banlieues, puis les métropoles, la création du ministère de la Ville. Et en creux, il n'y a pas eu... alors, c'est revenu maintenant. On a dans le gouvernement quelqu'un qui représente la ruralité, mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et donc, on a un petit peu oublié ce qui fait une des caractéristiques, et peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera un peu plus précisément du sujet du jour. On a un petit peu oublié que ces deux territoires, historiquement, constituent le tissu conjonctif national de la France et qu'ils doivent vraiment fonctionner ensemble. Donc, mon idée n'est pas d'opposer la ville à la campagne ou de dire on n'a parlé que de la ville et la campagne c'est mieux que la ville. L'idée c'est vraiment de dire les deux doivent fonctionner ensemble. Voilà. C'est banal, mais ça n'était pas dit. Très bien. Et du coup, concrètement, donc, en matière de résilience territoriale, comment vous faites finalement dialoguer ces deux espaces, ces deux situations dans votre action quotidienne Alors, moi, ce qui me frappe beaucoup, y compris dans les débats qu'on a aujourd'hui, ça a été dit ce matin d'ailleurs très bien par Timothée Hubscher, la distorsion entre le fait qu'on est toujours dans le temps court, parce que quand on pense toujours au temps court, et que nos métiers sont des métiers de temps long. Et ce matin, en écoutant une table ronde, j'entendais la question du BRS activité. Et je me disais, merde, j'ai raté un train, qu'est-ce que c'est ce truc, j'en ai pas entendu parler. Et puis on en a parlé à midi, en fait, c'est sorti vendredi dernier. Et donc on en parle aujourd'hui. Donc, alors c'est pas sorti vendredi dernier, c'est un sujet dont on parle depuis un petit moment, mais on est vraiment dans le temps très très court, quoi. Et les opérations qu'on gère, d'aménagement du territoire, les plus courtes, j'en montrerai une tout à l'heure, c'est 8 ans, 10 ans, mais en général, ça peut être 20 ans, 30 ans. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faut arriver à réfléchir. Et il se trouve que, pardon de vous raconter cette petite anecdote, mais j'ai fait une petite enquête auprès des élus locaux il y a quelque temps sur cette question du zéro artificialisation net et de l'acceptabilité dans les territoires du zéro artificialisation net. Et il y a un élu d'une commune de périurbaine de 10 000 habitants qui m'a dit, mais entre le recensement de 1968 et le recensement de 1975, donc en l'espace de 7 ans, la commune dont je suis actuellement le maire, il n'était pas maire à l'époque bien sûr, est passée de 2000 à 6000 habitants, donc en 8 ans. Et donc c'est une multiplication par 3 de la population. Alors du coup, je dis, pourquoi tu me dis ça ? Et il me dit, cette multiplication par 3 de la population de ma ville, c'était une volonté politique, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le plan Chalandon, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être, et le plan Chalandon, ça consistait à dire il faut loger les gens, la population croît, et donc on va construire, on va construire en faisant de l'étalement urbain, évidemment, parce qu'on ne savait pas faire autre chose à l'époque, et donc on va faire de l'étalement urbain, et du coup la commune en question, c'est de l'étalement urbain. Ce que je veux dire avec cette petite anecdote, c'est que ce qui nous paraît aujourd'hui être l'horreur absolue, était le plan gouvernemental il y a 40 ans recommandé. Et donc il faut faire très attention dans nos débats à ne pas en permanence considérer que ce qui s'est fait jusqu'il y a 5 ans, c'était la catastrophe absolue et que nous, on a la science infuse et que ce qu'on va faire va être merveilleux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et si je poursuis un petit peu, vous postuliez aussi un élément notable sur la question de la densité d'habitants. Oui, alors je vais me livrer à un exercice dangereux. Il se trouve que je me suis emparé très très tôt de cette question du zéro artificialisation. Enfin, très tôt. Pardon, ça fait un petit moment que je réfléchis à cette question du zéro artificialisation net, et avec la perspective de dire, mais au fond, l'objectif est louable. On en a tous marre de la France moche, de l'étalement urbain inutile, du fait de laisser derrière nous des friches, et je vais y revenir. Et donc, il faut, dans la problématique du zéro artificialisation net, il faut essayer de voir ce qu'il y a de positif. Bon. Et puis, le sujet, là, en ce moment, est vraiment en train d'être un sujet dont tout le monde s'empare. Et c'est très, très bien parce que dans les mentalités, il me semble que c'est un sujet aujourd'hui dont on ne peut plus se passer. C'est-à-dire tout le monde a bien pris conscience qu'il y avait un sujet. Et en même temps, je me fais aussi la réflexion de dire, OK, c'est bien,
Mais si on pose un tout petit peu le crayon et qu'on prend un petit peu de hauteur et qu'on se pose une question qui était posée au cours de la table ronde précédente, c'est-à-dire comment est-ce que les débats qui ont lieu actuellement en France se posent dans les pays voisins, eh ben, on s'aperçoit qu'on est, on est très très en pointe. Alors c'est pas mal. Et en même temps, je me suis livré au petit exercice de regarder quelle était la densité de population en France et dans les pays voisins en Europe. Et en fait, on est de très loin le pays d'Europe, parmi les pays voisins, le moins dense. Et donc, ça m'amène... Alors, il y a une exception, c'est l'Espagne, mais l'Espagne, c'est un pays de montagne, donc la configuration géographique est très, très différente. Mais ça pose la question de savoir, est-ce qu'il est vraiment légitime de se poser la question du zéro artificialisation nette de façon aussi urgente et de façon aussi, pardon, je prends parti, aussi punitive que le suggère le nom de zéro artificialisation nette. Voilà. Je trouve qu'il faut avoir une vision un tout petit peu, comment dirais-je, distanciée par rapport à ces problématiques-là. Encore une fois, quand je dis ça, je ne remets pas en cause le fondement justifié de ce qui amène à ça, mais je me demande si on ne va pas trop vite. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut rentrer dans les exemples de votre pratique quotidienne, de la mise en œuvre un peu de cette résidence territoriale et d'opérations un peu phares que vous portez ou que vous avez portées. Voilà, alors exactement, l'idée effectivement c'était d'apporter deux illustrations. On essaye vraiment, alors moi j'ai pris la direction générale de SEBL Grand Est il y a 6 ans maintenant, et très vite, en perspective de cette question de la sobriété foncière, je préfère parler de sobriété foncière que de zéro artificialisation nette, mais dans cette perspective de nécessaire sobriété foncière, j'ai souhaité orienter notre action commerciale et puis nos compétences vers la reconversion de friches, et aujourd'hui on est le plus grand opérateur de reconversion de friches dans la région Grand Est. Là, on a une vingtaine de dossiers en cours. Le plus ancien, c'est celui que je présente là. Il est particulièrement intéressant. Alors, c'est une friche industrielle. Alors, dans le Grand Est, on est assez riche en friches. On est riche en friches industrielles et on est encore plus riche en friches militaires. Là, en l'occurrence, c'est une friche industrielle. C'est une ancienne usine Kléber. C'est pour ça que ça s'appelle... On l'a rebaptisé l'Espace K, qui avait été racheté par Michelin. J'aime bien raconter l'histoire. Là aussi, je me situe dans le temps long, mais c'est une implantation. En fait, c'est une ancienne base de l'OTAN, située à côté de Toul. Et Kléber avait implanté une usine de fabrication de pneus à cet endroit-là en 1968. J'aime bien cette histoire parce qu'à l'époque, le partenaire de la ville de Toul pour l'implantation de Michelin, c'était déjà SEBL, que je ne dirigeais pas à l'époque. Voilà, bon, l'histoire continue. Kléber est racheté par Michelin. Et en 2008, donc exactement 50 ans après, l'usine ferme. Il y a 800 emplois sur le carreau. Et les élus de la ville de Toul décident de se mobiliser. Le contexte, donc, Toul, c'est pas une très grosse ville pour le coup. C'est pas non plus considéré généralement comme l'épicentre du développement économique. C'est pas là où tout le monde se précipite. Et ben malgré tout, les élus et les forces vives du territoire se mobilisent, décident de reconvertir le site. Alors il y a un premier temps compliqué juste après la fermeture, et puis en 2014, et après avoir fait toute une série d'études préalables, ils décident de lancer une opération de concession d'aménagement sur ce site, et la concession d'aménagement est confiée à SEBL Grand Est. J'essaye d'être rapide. Aujourd'hui, on est donc 8 ans après. Le site a été, comment dirais-je, techniquement entièrement reconverti. C'est très important parce que c'était un site monoculture. Il y avait évidemment une seule entreprise. Maintenant, il y a énormément d'entreprises. Je vais y revenir. Il y avait évidemment tout un tas de problèmes de pollution, de mise aux normes environnementales. Donc ce travail-là a été fait avec succès. Et en l'espace de 8 ans, c'est 100% des surfaces bâties qui ont été commercialisées déjà. Et il reste un tout petit peu de terrain, mais pas beaucoup, puisqu'on en a profité bien entendu pour densifier la zone. Et c'est déjà 400 emplois qui sont réoccupés, et j'allais dire 400 vrais emplois, c'est-à-dire qu'il y a des activités tertiaires, des activités industrielles, très diversifiées, beaucoup d'entreprises qui sont implantées sur ce site. Et dernier point qui me paraît important sur cet exemple-là. Pardon, je sors mes notes. Mais sur le bilan, donc c'est une concession d'aménagement, sur le bilan de la concession, en termes de recettes,
Donc le bilan global, c'est 17 millions d'euros d'investissement. Sur ces 17 millions d'euros d'investissement, 75% a été remboursé par le produit des cessions et des locations. Il y a 9% de subventions et donc, entre guillemets, 16% seulement de participation de la collectivité dans l'opération. Voilà, donc il y a une participation de la collectivité, mais qui reste dans des proportions extrêmement raisonnables compte tenu de l'ampleur du projet. D'accord, vous aviez une autre, j'allais dire un peu le pendant, oui. Le pendant de ce premier exemple à vocation économique sur effectivement un sujet de revitalisation de centre-ville historique à Toul. Alors pardon, on est toujours à Toul, donc c'est vraiment juste à côté, mais c'est intéressant parce que c'est deux sujets totalement différents. En plus, c'est pas la même collectivité qui est cliente, c'est même pas la même couleur politique dans les deux cas. Et là, on est dans le cadre d'une activité Action Cœur de Ville de réhabilitation du centre-ville historique de Toul. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissez le centre-ville historique de Toul. Je vous encourage vivement à aller visiter. C'est très très beau, totalement méconnu. Il est en partie justifié que ce soit méconnu parce que c'est un peu une belle endormie aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle le maire de Toul, alors vous voyez sur l'image, au fond vous avez la cathédrale de Toul. Si vous y allez, vous verrez, il y a un clou de la vraie croix, donc c'est une vraie raison d'y aller. Il y a un demi-clou de la vraie croix. Enfin bon, je passe les détails. Toujours est-il que le maire de la ville qui est passionné par la dimension historique, alors on est vraiment dans un schéma qui est totalement différent de celui que je viens de décrire, veut réhabiliter son centre-ville dans le cadre d'un programme Action Cœur de Ville qu'il avait anticipé de longue date. Et la façon opérationnelle, c'est que donc nous sommes également titulaires d'une concession d'aménagement, même outil juridique, mais pour lequel il y a une quinzaine d'îlots qui ont été sélectionnés pour être rachetés, réhabilités et remis sur le marché. Alors on est vraiment au tout début de l'opération. La part de financement par la collectivité est beaucoup plus importante. On est encore une fois vraiment tout au début de l'opération. J'ai juste une petite anecdote, et puis je répondrai aux questions s'il y en a, mais le fait que la collectivité ait décidé de sélectionner une quinzaine d'îlots pour les réhabiliter avec une lourde problématique foncière et d'acquisition des îlots en question, a fait qu'il y a le propriétaire d'un des îlots qui a décidé de donner l'îlot à la ville. Voilà, donc on est déjà en train d'améliorer le bilan, on va dire, mais au-delà de ça, c'est un bon signe sur le succès de l'opération. On est tout au début. C'est une opération très excitante parce qu'en fait, si vous avez l'intention d'aller visiter Toul, attendez encore 5 ou 6 ans, ce sera beaucoup plus beau bientôt. Et alors, en termes de programmation, donc on est sur une vocation principalement habitat-service. Est-ce que dans la manière de reconcevoir les services, en termes de programmation, vous avez pu expérimenter des méthodologies un peu nouvelles? On parlait d'urbanisme transitoire tout à l'heure, de préfiguration. Comment vous appréhendez ce sujet-là Alors, dans le cadre de la concession d'aménagement, on s'attache vraiment beaucoup à ce que, comment dirais-je, donner les moyens techniques à la commune de faire la programmation, mais laisser la programmation aux élus. Il se trouve qu'en l'occurrence, les élus ont vraiment anticipé le sujet, ont travaillé en amont. Et donc le maire, on travaille toujours mieux dans ces conditions-là, hein, le maire a une idée assez précise de ce qu'il veut faire, ce qui fait que ce qu'on fait dans d'autres territoires, vraiment de venir avec des idées, des suggestions, on a moins à le faire sur ce sujet-là. Encore une fois, on est vraiment dans une phase aujourd'hui assez en amont, surtout sur la partie foncière. Voilà, en plus le premier îlot dont on s'occupe, et un endroit qui s'appelle la Porte de Metz, qui est vraiment un îlot qui n'est qu'un monument historique, si j'ose dire, donc qui fera partie des équipements publics et qui sera assez peu, qui sera pas remis sur le marché en tant que tel. Je crois que vous aviez une autre slide que vous... Ah, c'est la vôtre, pardon, excusez-moi. Je la reconnaissais pas, celle-là. Pardon. Merci, Jérôme. Jean-Baptiste,
l'action j'évoquais tout à l'heure le EPA Marne, EPA France, donc deux établissements publics dont la vocation est d'accompagner le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Donc une action historique, puisque c'est 50 ans d'intervention. Et j'ai envie de dire, au bout de 50 ans, comment on continue à développer cette ville nouvelle? Et est-ce qu'on peut encore parler de ville nouvelle, ou est-ce que quand on s'inscrit, comment on inscrit son action finalement dans la résilience territoriale ou dans la sobriété foncière quand on traite le sujet de la ville nouvelle? Bonjour à tous. J'ai pas de présentation, c'est ça? Et J'étais super fier de mon PowerPoint que j'ai livré trop tard à Arnaud, et du coup je vais devoir vous occuper 15 minutes sans vous. Alors donc, ça ne ressemble pas à ça. Non. Bon, pour faire simple, moi j'ai plutôt envie d'appeler Marne-la-Vallée la ville renouvelée, 50 ans après. On pourra diffuser du coup peut-être la présentation après la table ronde pour ceux qui voudront en prendre connaissance. On la diffusera et Bon, pour parler très rapidement, vous prenez Paris, vous prenez Disney, et puis du coup à moitié de distance entre Paris et Disney, donc nous aménageons ce territoire depuis 50 ans, à l'origine dans une volonté de l'État de rééquilibrer l'Est de l'Île-de-France par rapport à l'Ouest de l'Île-de-France. Les fantasmes de l'époque imaginaient même faire un concurrent de la Défense sur l'Est francilien, bien évidemment ce qui ne se fera jamais. Et donc la culture de la ville nouvelle était faite sur une philosophie d'un aménagement raisonné, avec un lien extrêmement fort à la nature et un territoire qui se développe en garantissant l'emploi et le parcours résidentiel complet. Donc cet ADN-là de développer un territoire avec des collectivités qui ne nous attendaient pas forcément, loin de là, parce qu'on est parti d'un territoire de 50 000 habitants, on en fait aujourd'hui 320 000, avec des villages qui ont vu arriver l'État dans une volonté de développer la ville, y compris sur le territoire de Disney. L'opportunité Disney, en fait, a été imposée au territoire initialement. Et donc, on a vécu quelque part 30-35 ans, un peu dans un établissement public d'aménagement qui s'impose à un territoire, qui ne fait pas forcément d'urbanisme négocié et qui impose des investissements et des coûts de fonctionnement pour les collectivités. Cette histoire-là, elle est totalement derrière nous aujourd'hui, bien que notre présence reste extrêmement forte. On a, à l'heure où je vous parle, 43 ZAC en phase opérationnelle. Opérationnel, ça veut dire avec des travaux ou des commercialisations. On a quelques opérations hors ZAC, sur du foncier qu'on garde en patrimoine après la clôture de ZAC. Et on a surtout 16 opérations d'aménagement en cours de montage, dont 50% se fait sur du tissu urbain existant. C'est là où en fait, le passage de la ville nouvelle à la ville renouvelée est en train de s'opérer. C'est qu'on nous a longtemps connus comme les consommateurs de terres agricoles. On a toujours envie de faire un peu de pédagogie pour expliquer que les terres agricoles qui ont été urbanisées sur Marne-la-Vallée étaient, dès les années 65, des terres promises à de l'urbanisation, qu'on a portées en foncier et qu'on a gérées en convention d'occupation temporaire avec des agriculteurs le temps de négocier les développements et de les opérer. Un opérateur comme nous, on agit en opération d'initiative, c'est-à-dire qu'on porte l'intégralité des risques du bilan financier. Sur les 43 actes qu'on a, on n'en a que 5 qui sont en traité de concession d'aménagement, dont 4 qui sont avec notre filiale, parce qu'on a aussi 2 filiales SPLA, donc Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, parce que dans nos statuts, on peut monter une EPL en partenariat avec les collectivités. Notre action, elle ne s'impose pas à un territoire. Les collectivités peuvent, si elles le souhaitent, faire sans nous. Donc on est aujourd'hui dans une certaine obligation de séduction, entre guillemets, à faire en sorte que les élus comprennent notre logique de développement et que le projet soit partagé avec les collectivités. Alors j'avais prévu de parler de trois projets qui me paraissent assez significatifs dans cet enjeu de renégociation de la forme urbaine, de renaturation de la ville et surtout sur cette question des hauteurs. Ça va moins être funky sans image, hein, oui, mais je vais essayer. Il y avait un sujet que vous vouliez développer sur la notion d'acceptabilité qu'on a eu l'occasion de développer un peu ce matin, mais qui est... Je prends l'exemple d'Ormesson-sur-Marne, sur le Val-de-Marne, qui est une petite ville, 12 000 habitants. Je dis petite ville parce que pour une ville de la métropole du Grand Paris, c'est un territoire urbain, mais dans une ville qui n'est pas très dense. Tissu pavillonnaire,
3% de logement social, et avec une partie du foncier possédé par l'État, parce qu'il y avait, à l'époque, l'idée de faire une autoroute A87 parallèle à l'A86 pour désengorger la 86. Cette autoroute ne se fera pas, c'est pas un scoop. Et donc, EPAMarne rachète à l'État, beaucoup trop cher, parce qu'on pense souvent que parce qu'on est un établissement d'État, tout est gratos pour nous, loin de là. On rachète un peu cher ce foncier du 94 et on se retrouve à signer en mai 2018 un contrat d'intérêt national, qui est donc de fait un contrat de partenariat entre l'État et les collectivités locales. Et donc un des premiers enjeux pour EPAMarne dans cette ville d'Ormesson, c'est d'aller réussir à faire accepter un projet de 360 logements collectifs dans un tissu pavillonnaire et avec 50% de logements sociaux, parce que la ville a été mise sous contrat de mixité sociale pour faire en sorte que les 3% de logements sociaux augmentent. Donc autant dire qu'on avait une mission extrêmement simple. Avec quel type de forme urbaine? Plutôt du collectif? Justement, uniquement du collectif. Donc une histoire super facile à écrire. On a géré ce partenariat en différentes étapes. Déjà, la première étape, ça a été de concerter le territoire, les habitants en place, pour bien faire accepter en fait, le projet collectif et surtout expliquer ce qu'il allait apporter au territoire. On a mis en place une concertation numérique, qui n'est pas du tout la concertation réglementaire avec les ateliers en mairie à 18h le soir. On a fait travailler une start-up, et qui d'ailleurs on travaille toujours, 1001 rues, et on a développé un outil de simulateur urbain pour aller expliquer à l'habitant ou à l'usager d'un territoire qui va créer un compte sur ce site quels sont les enjeux d'accepter la densité près de chez lui, parce que ça permet de payer un groupe scolaire, parce que ça permet de payer des nouveaux espaces urbains, parce que ça permet de créer de la voirie et des places de stationnement dans un tissu pavillonnaire. Et donc on est parti très tôt sur cette concertation pour faire accepter, avant que n'importe quel plan guide soit figé dans le marbre, pour aller vers cette négociation. Et surtout d'accompagner la maire dans cette culture de l'aménagement, parce qu'une ville telle que Ormesson n'était pas dans cette culture d'aménagement. Il n'y avait pas d'autres projets d'aménagement sur la collectivité. Et donc on a développé un concept du projet urbain zéro stress. Alors zéro stress, pas pour l'aménageur, hein, mais pour les futurs habitants, qui fait qu'on est extrêmement exigeant sur la maîtrise d'œuvre urbaine pour élaborer des espaces urbains où il fait bon vivre, y compris dans le choix des matériaux, sur les aménités qu'on peut apporter, de créer des rez-de-chaussée actifs dans les opérations de logement pour que les gens puissent s'approprier ces développements immobiliers. Et puis on est extrêmement exigeant auprès des promoteurs qui répondent à nos consultations de logement sur les exigences de la qualité du logement. Alors on a un patron qui s'appelle Laurent Girometti et qui est à l'origine de la charte qualité logement qui a été commandée par la ministre avec François Leclerc. Et donc, bien évidemment, on s'auto-applique notre propre charte, à savoir que tous les logements sont traversants, tous les logements ont un accès extérieur, que ce soit un balcon, une loggia ou un jardin. Tous les logements sont avec un traitement architectural qualitatif, le choix des matériaux, etc., etc., etc. Je ne dis pas que la vie est simple, parce que créer un marché de collectif dans une ville pavillonnaire n'est jamais simple. Il y a une adresse à créer, il y a une attractivité à opérer. Donc forcément, lorsque les premiers promoteurs arrivent, la commercialisation est un peu plus compliquée que lorsque l'adresse est déjà constituée. Donc ce premier exemple était pour dire que on est parti d'un tissu pavillonnaire. On avait une certaine maîtrise foncière, mais pas totalement, donc il a fallu racheter des pavillons. Et en fait, on a transformé un morceau de ville qui n'était absolument pas utile au public, aux habitants, aux usagers d'un territoire, à un quartier urbain qui permet d'implanter un groupe scolaire, qui permet d'avoir des espaces urbains de qualité avec des rez-de-chaussée actifs, et donc du coup de permettre l'acceptabilité des habitants sur ce morceau de ville qui n'était absolument pas dans la physionomie de la ville à l'origine. Et à l'heure où je vous parle, on a 0 recours sur les permis de construire. À l'heure où je vous parle, j'espère que je ne porterai pas la poisse à mes futurs partenaires promoteurs. Le deuxième exemple que j'ai envie... Ça, c'est pari gagné, mais je crois qu'il y en a un autre exemple où le pari est plus compliqué, non? Ouais, alors, si vous voulez que je vous fasse pleurer avec tous les exemples qui ne marchent pas, on a 50 ans d'histoire. Le deuxième exemple que j'ai envie de citer, et Claire Lefort est là, notre chef de projet sur l'écoquartier du Sycomore à Bussy-Saint-Georges. Elle fait un travail
de dingue, parce que c'est un petit écoquartier, 4500 logements, dans un territoire d'ex-terre agricole. Alors là, pour le coup, on n'est pas en recyclage urbain, on n'est pas en intensification urbaine, on est vraiment en extension urbaine. Et on récupère quelque part 20 ans d'histoire avec une idée d'un écoquartier d'il y avait 20 ans qui n'est absolument pas adaptée aux attentes des habitants et des usagers d'un territoire d'aujourd'hui. La chance qu'on a, c'est que la ville nouvelle, elle s'est quand même créée autour d'infrastructures de transport extrêmement solides. On a 12 gares du RER A et B, on a l'autoroute A4, la francilienne. Donc on a quand même quelques atouts pour essayer de faire en sorte que l'extension urbaine ne soit pas synonyme d'utilisation de la bagnole individuelle sans aucune alternative possible. On est extrêmement mobilisé sur la création des pistes cyclables, sur l'implantation des bandes de recharge électrique, d'autopartage. Enfin, on essaie vraiment de faire en sorte que l'intermodalité, entre guillemets, de la mobilité décarbonée soit offerte sur ce territoire. Et ce qui est extrêmement intéressant dans un projet comme l'écoquartier du Sycomore, 4500 logements, donc avec tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui de difficultés à développer un tel projet. Tout d'abord parce qu'on est en territoire d'opération d'intérêt national. Donc là, pour le coup, c'est l'État qui fixe le rythme de développement à la collectivité. C'est le principe d'un OIN. Quand la collectivité n'est pas d'accord, le préfet peut se substituer pour signer un permis de construire, ce qu'on ne fait jamais parce qu'on n'est plus du tout dans cette optique d'imposer quoi que ce soit à un territoire, on le négocie. Et on est dans une morphologie urbaine qui permet d'aller du pavillonnaire jusqu'au R+7 en fonction de l'implantation des opérations dans l'écoquartier et de faire en sorte que, une fois que j'ai créé mes 2 ouvrages d'art pour passer au-dessus du RER, une fois que j'ai créé mes grandes infrastructures de déplacement routière, je peux me permettre certains niveaux de densité à certains endroits et puis créer des venelles extrêmement douces avec du R+1 sur certains quartiers, ce qui fait qu'on n'est pas très dense. On est sur, tu me dis Claire si je dis une bêtise, mais je crois qu'on est à 60 logements par hectare si j'enlève la partie parc urbain. Donc 60 logements par hectare, c'est pas énorme. On est en plus sur un PLU où je crois qu'on ne peut pas occuper plus de 30 ou 40% des emprises, des emprises foncières. Donc on est dans ce modèle-là où plus les choses avancent dans ce quartier, plus on doit faire accepter à un moment donné le principe de la densité tout en rassurant sur cette capacité de faire des choses extrêmement légères sur les îlots d'à côté. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est celui de la mutualisation des places de stationnement. Alors, pour les plus anciens aménageurs, on a déjà fait ça, le fait de faire des amodiations, de forcer le promoteur à acheter dans des parkings silos. On a fait ça, nous, dans les années 80 sur Noisy-le-Grand, dans des urbanismes de dalles qu'on casse aujourd'hui, dans le cadre de nouveaux projets urbains qu'on réinterroge sur du tissu urbain existant. Et là, en fait, on refait ça, mais dans un format nouveau, c'est-à-dire des parkings silos réversibles, en se disant que peut-être dans 20 ans, s'il y a beaucoup moins besoin de places de parking, eh ben le rez-de-chaussée, le premier niveau, peut devenir autre chose sur le parking silo. Et sur les îlots en développement immobilier tout autour de ce parking silo, parce qu'on a compris que jamais les habitants accepteront d'être à 300 mètres de leur place de stationnement. Par contre, d'être à 100 mètres, c'est quelque chose qui est acceptable. Et donc on impose, là on le fait vraiment en top-down, on impose aux promoteurs finalement de réserver, d'acheter des places. On prend, nous, le pari financier d'acheter d'ores et déjà le parking silo et ensuite de le revendre au titre des consultations de promoteurs qu'on fait, avec du coup cette obligation de prendre de la place mutualisée, mais avec aussi l'intérêt d'éviter le niveau -2 de stationnement dans les résidences, qui aujourd'hui plombe énormément le bilan financier des opérations et qui rentre dans une équation non vertueuse d'augmenter le coût de construction, donc d'augmenter le prix de sortie sur un territoire où depuis 50 ans on fait en sorte de maîtriser le prix de sortie du logement. On arrive encore aujourd'hui sur des opérations à 4 000 € le mètre carré sur certains endroits de notre territoire, ce qui, à 25 km de Paris, avec 2 lignes de RER et des infrastructures routières, et un futur métro du Grand Paris Express, ligne 15 et ligne 16, est quand même quelque chose d'extrêmement valorisant et d'attractif. Et puis, le troisième argument, c'est de pouvoir créer des espaces naturels. On est extrêmement challengé par les services de l'État sur la notion de compensation, sur le fait d'éviter ou de réduire les impacts que génèrent nos projets urbains. Et donc on est sur la création de corridors écologiques, on est sur de l'évitement ou de la reconstitution de zones humides. Donc ça en fait vraiment un projet urbain extrêmement intéressant et qui, quelque part, même 20 ans après la prise d'initiative de ce projet, nous amène aujourd'hui à réinterroger beaucoup de choses dans ce projet. On a la capacité de le faire parce qu'on n'est pas sous traité de concession d'aménagement.
Donc on n'est pas à devoir dealer un déficit d'opération, on assume nos propres risques. Et ce n'est finalement qu'à la fin du projet, lorsqu'on aura terminé la dernière tranche de développement, qui d'ailleurs ne sera pas construite, urbanisée en développement immobilier, parce que derrière, c'est la ville de Jossigny, qui est vraiment une ville en PPENP, donc très agricole, très espace naturel. Et donc on va finir le projet du Sycomore avec une frange d'agriculture urbaine qui permettra du coup de faire la transition entre la morphologie urbaine très light, l'agriculture urbaine, et ensuite la partie naturelle de la ville de Jossigny. Donc ça, c'est un deuxième exemple intéressant. Le troisième exemple intéressant que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est réinterroger un centre commercial vieillissant. C'est ce qu'on est en train de faire sur Montévrain et Champ-de-Loup-Aubry, avec l'opportunité et que le groupe Frey est encore propriétaire des coques commerciales. On est sur 10 hectares, sur plus de 60 magasins, et le groupe Frey a accepté de faire le pari du recyclage urbain avec nous pour créer de faire évoluer ce centre commercial, déminéraliser un certain nombre de poches de stationnement qui sont des poches de stationnement en surface classiques, bétonnées, de pouvoir créer du coup des parkings silos pour apporter de la nature en ville, parce que la ville va se constituer avec des logements qui vont venir s'implanter au-dessus des coques commerciales. On va complètement réinterroger ces hectares de coques, de grands bâtiments commerciaux qui finalement aujourd'hui fonctionnent économiquement pour un certain nombre d'entre eux, d'autres sont en perte de vitesse. Donc l'idée, c'est en fait de saisir l'opportunité que, on peut aller chercher des subventions auprès de l'État sur ce genre de projet innovant. 2, on a un opérateur privé qui est prêt à nous accompagner sur ce sujet. 3, on a 2 maires, parce qu'en fait, ce projet-là, sur ces 10 hectares, ça impacte 4 ZAC de l'EPA-Marne. Donc on a besoin d'avoir bien évidemment un accord politique pour pouvoir assumer quand même que des logements viennent se construire à cet endroit de la ville et qu'on fasse de la densité, parce que ce projet ne marchera que si on raisonne en hauteur. Et on peut le faire, parce que je vois très bien que tu vas absolument m'embarquer sur le gros sujet qui n'a pas marché, et je vais y venir. Je te vois depuis tout à l'heure, je vais le faire. On est vraiment là dans un endroit où le centre commercial a été implanté depuis très longtemps, on est dans du trafic routier très dense, on est sur une question de flux en fait, qui dérange finalement pas l'arrivée de nouveaux flux de logements. On sait qu'il va y avoir une économie parce que en gérant des opérations tiroirs, en réimplantant des magasins en rez-de-chaussée actifs et en faisant du logement dessus, on sait qu'il y a une économie qui va en plus nous permettre de financer l'implantation de parking silos et de déminéraliser un certain nombre d'hectares de ce centre commercial. Donc ça, c'est pour moi un exemple extrêmement vertueux où on dit, nous, EPA-Marne, on a construit il y a 20 ans un centre commercial, et aujourd'hui, ça ne répond plus forcément aux attentes de ce qu'on veut nous, aménageurs, ce que les collectivités veulent, ce que l'État veut, et aussi ce que les habitants veulent. Voilà. Le fait de développer aussi de l'habitat va aussi nous forcer à réinterroger les lignes de bus et l'accès au transport en commun. On est dans un fonctionnement en Île-de-France totalement déconnant. Je ne suis pas fonctionnaire, donc j'ai moins de risques de me faire déquiller en tenant ce genre de propos publiquement, mais on est quand même dans un fonctionnement avec Île-de-France Mobilité extrêmement compliqué. On arrive à faire accepter des lignes nouvelles que lorsque les logements sont là. Et on fait accepter aux élus des logements nouveaux que quand les lignes de transport sont là. Donc en fait, on est aujourd'hui dans une équation hyper compliquée où il faut qu'on réussisse à conjuguer les deux dans une équation temporelle qui est quand même parfois quand même un peu compliquée, en plus avec des contrats de plan État-région transport totalement saturés et qui ne permettent pas du coup d'avoir de grosses flexibilités. Donc là, c'est un exemple. Contrairement à Ormesson, on a été limité à R+3 comble parce que face aux pavillonnaires, on ne pouvait pas monter trop haut. Sur le Sycomore, en fonction du lieu, d'être sur du R+1 ou être sur du R+7 en fonction de l'opportunité d'implantation. Sur un centre commercial vieillissant, de pouvoir faire du coup cette mixité et de pouvoir réinterroger complètement ce morceau de ville qui correspond plus forcément à ce qu'on veut faire en termes de sobriété foncière et de mutualisation des usages. Et le dernier exemple qui est pour moi vraiment caractéristique, on a essayé, je dis on, et pour le coup j'étais en intérim DG en 2017 lorsque j'ai fait changer le PLU de Montévrain pour accepter une hauteur à 50 mètres sur uniquement un seul îlot de l'écoquartier de Montévrain. En 2017, lorsque j'ai fait la modif de PLU avec la collectivité, on a eu 0 remarque. Aucune remarque des habitants au moment de l'enquête publique, aucune remarque des PPA, des collectivités voisines, lorsqu'il a fallu leur demander un avis sur ce projet.
Et on se retrouve bien évidemment, je suis face à un monde d'aménageurs. D'ailleurs, je te remercie d'accepter un EPA face à ce type d'audience, parce que j'ai été il y a quelques années PMAD de l'A7, on n'était pas si ouvert que ça aux EPA, donc bravo, vous évoluez, vous êtes vachement plus sympa aujourd'hui qu'avant. On est, non mais faut le reconnaître. Oui, absolument. On est. C'est l'effet SPLAIN sans doute. Ah oui, c'est ça, voilà. Et c'est ce que me disait le directeur de la fédération des EPL. Il me parle maintenant que je peux être membre sur les filiales. On n'a pas la vie simple tout le temps. Bon, en tout cas, sur le projet de Montévrain, ce qu'on voulait faire, c'était d'expliquer que quand on est à 100 mètres d'une gare RER, garder un terrain vague entre des logements en R+4 plus attique et le parking RER, c'est pas ça faire la ville de manière intelligente. La densité, nous en tout cas dans notre philosophie à nous, l'activité, les bureaux, la densité, on l'a fait au pied d'une gare RER, au pied d'une gare de métro. On ne la fait pas très loin, excentrée. On essaie de faire un maximum de logements sociaux à proximité de transports en commun pour ne pas forcer les gens à avoir des difficultés de déplacement, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés ils ont des difficultés à avoir des véhicules personnels. Donc c'est donc vraiment aussi ça notre ADN de la manière d'appréhender le développement urbain. Et donc on est en fin de ZAC. Et il s'avère que des habitants sont déjà dans ces logements R+4 plus attique depuis quelques années. Ils n'ont pas vu passer la révision du PLU, qui est quand même quelque chose de public. Et puis, ils voient arriver une réunion publique à laquelle on vient expliquer qu'on va faire une opération de 18 étages. Face à eux, et là, je travaille encore avec notre start-up 1001 rues en concertation numérique, et on leur fait un outil de modélisation pour expliquer que grâce à ces 18 étages, je ne consomme que 1/4 de la parcelle foncière, je rends les 3/4 de la parcelle foncière à de l'usage public, en faisant des rez-de-chaussée actifs, en faisant des animations sur l'espace public sur ces 3/4 de parcelle, et je mets en place un modélisateur pour simuler l'ombre portée, y compris en hiver, là où c'est le plus pénalisant pour les bâtiments autour. Et donc j'explique qu'en fonction de l'implantation de cette tourette, parce qu'on n'est pas sur, on est quand même pas quelque chose sur des normes, je permets du coup de réoffrir à l'espace public de la surface, et en plus j'ennuie pas tellement les gens sur le vis-à-vis, parce que de toute façon, face à du R+4, si je fais du R+5, j'embête de toute façon les gens. Et aujourd'hui, nous, on est dans le syndrome en France sur le dernier arrivé, c'est-à-dire que lorsque je suis dans mon logement, j'ai quelque chose de vide à côté, je veux que ça reste vide, même si je suis à 100 mètres d'une gare RER et que je sais qu'un jour, il se passera quelque chose. Et là, on est vraiment dans un raisonnement par l'absurde, parce que quelque part, il y a une telle pression publique, et là aussi, c'est ce que je connais, ce que je vois depuis quelques années, cette capacité des habitants à créer des pseudo-assos sur Facebook et qui fait peur aux politiques et qui peut même parfois amener à bloquer un projet, et ça a été le cas ici. On a fait une concertation numérique, il y a eu 1200 réponses sur la consultation. On a expliqué, soit on fait de la hauteur et on relibère de l'espace public, soit on fait de la densité en R+10. Parce que dès le départ, c'était ça le projet, c'était de faire cette densité, et on voulait faire quelque chose de plus intelligent. Les gens ont voté, les 1200 personnes qui ont répondu à cette enquête ont répondu majoritairement sur l'objet de la tourette et pas l'objet de la densité sur du R+10. On s'est pris des associations qui d'ailleurs n'ont jamais été déposées officiellement auprès de l'État, de gens en fait, qui habitaient sur les toitures terrasses des logements autour et qui ont fait un buzz tel que ces 200 habitants dans une pseudo-assoce Facebook ont fait tomber le projet. Et ce qui nous amène aujourd'hui à redéployer un projet, parce que les mètres carrés, on les avait prévus, ils sont dans le bilan de ZAC, on a payé les équipements publics, on a payé le pump track, on a payé l'école, on a payé la médiathèque, on a payé le stade. Donc à un moment donné, il faut aussi on a déjà été sympa parce qu'on a fait de l'avance de trésorerie, et on sait le faire parce que comme on est en péréquation sur nos différentes ZAC, on sait le faire. Et bien là, cet exemple, pour moi, il est symptomatique du fait qu'on n'a pas réussi à faire accepter la hauteur au bon moment. Il y avait des échéances électorales dans ce moment-là, donc ça ne nous a pas vraiment aidé, on va le dire comme ça. Et au final, on ressort avec un vrai traumatisme, parce que ce projet-là, c'était un projet intelligent. On n'aurait jamais fait un grand ensemble sur Marne-la-Vallée. On allait faire un objet signal à quelques mètres d'une gare RER, en ouvrant au public de l'espace public, et ça, on ne pourra pas le faire parce qu'il y a une opposition locale qui nous a fait tomber le projet. Le débat autour de la densité perçue et la densité réelle, quoi. Donc une action de l'EPAMarne, donc autour d'une ville renouvelée à travers finalement des séquences d'intensification urbaine. Et
Il y a un autre sujet sur lequel je vous réinterrogerai tout à l'heure, mais je voudrais faire un peu la transition avec la question de la programmation urbaine et comment aussi finalement les nouvelles pratiques, enfin l'urbanisme transitoire qui est quand même aujourd'hui rentré dans un certain nombre en tout cas qui s'est beaucoup popularisé ces dernières années et qu'on retrouve sur beaucoup de territoires et qui est maintenant mise en œuvre et qui apporte un plus dans la... Justement, on évoquait la question d'écoquartiers définis 15 ans auparavant et qui trouvent leur développement opérationnel là, maintenant, avec une certaine dichotomie entre la programmation d'alors et les besoins d'aujourd'hui. Donc comment on peut traiter ça, j'allais dire, dans les nouvelles façons de fabriquer la ville? Bonjour à tous et à tous. Alors juste pour peut-être faire le lien aussi avec le grand sujet, rupture, Covid, etc., de la journée. Je pense que l'urbanisme transitoire et les lieux de l'urbanisme transitoire ont beaucoup fait leurs preuves dans les capacités à créer de la solidarité en fait, localement, puisque beaucoup de ces lieux ont été le support pour des associations d'aide alimentaire, etc. Donc simplement, je voulais dire ça au début. Et puis pour dire aussi que nous, ce qu'on voit en Ile-de-France, alors moi je suis très Ile-de-France, forcément, c'est que depuis 10 ans, on a eu 230 projets en fait, d'urbanisme transitoire qui se sont déployés sur le territoire. Alors aussi bien, alors évidemment plus à Paris et en Seine-Saint-Denis, puisqu'on a plus de friches, historiquement aussi, et plus on va dire, de densité humaine, mais aussi dans des secteurs de grande couronne. Donc on a une diversité de projets. D'ailleurs, il me semble que sur Montéverin, il y avait la belle friche qui était intervenue pour vous. Donc voilà, un petit lien avec les Pamarnes. Effectivement, sur la question de programmation, moi, ce que je trouve vraiment important, et absolument pas cosmétique, puisque c'est un peu comme ça qui était vu au démarrage de l'urbanisme transitoire, c'est cette façon de faire de la programmation à l'échelle 1 et de tester des usages de façon expérimentale et réaliste. Alors moi, j'ai juste 3 diapos. La première, c'est sur ce qu'on appelle la permanence architecturale, qui est en fait, on va dire, un des filiations, on va dire, de tout ce monde un peu alternatif de l'urbanisme, en quelque sorte, et qui est très lié à Patrick Bouchain, que je suppose vous connaissez évidemment, Grand Prix de l'Urba, et qui a été un peu le daddy, en quelque sorte, de beaucoup de collectifs, y compris Esprit Camp, Plateau Urbain, etc. Et qui a toujours été aussi très malin pour détourner un petit peu les normes, pour transformer des friches dans beaucoup d'espaces en France. Et l'idée de la permanence architecturale, c'est d'être sur place, dans les lieux qui se transforment. Donc en fait, au lieu de faire une étude de programmation qui va durer 6 mois, qui va en fait à un moment être complètement décalée, parce que le projet va s'arrêter, reprendre, qu'il va falloir refaire, mais il va falloir repasser un marché, donc on va de nouveau être en retard. Et par ailleurs, et c'est un souci d'ailleurs pour les programmistes, qui parfois voient l'urbanisme transitoire comme une sorte de concurrence un peu déloyale, le fait d'être sur place avec les habitants de façon, on va dire, plus longue, permet de sentir beaucoup mieux, on va dire, un certain nombre de besoins sociaux légitimes de ces habitants, mais aussi entreprises, tous ceux tous celles qui sont sur le territoire. Un des exemples assez forts, c'était Sophie Ricard, qui ensuite a été à l'Hôtel Pasteur à Rennes, mais qui travaillait sur des logements sociaux à Boulogne-sur-Mer il y a déjà une dizaine d'années. Et c'était des petites maisons, en fait, qui étaient vouées à être démolies. Et en fait, elle a réussi, donc elle a habité une de ces maisons avec les habitants, c'était une petite rue, en fait. Elle a fait vraiment une permanence, c'était l'architecte du quartier. Et avec le même budget que le budget de démolition, juste le budget de démolition, elle a réussi à gérer toute la rénovation, en fait, y compris en mettant à profit les savoir-faire des habitants, qui en avaient beaucoup. Donc c'est un exemple que moi j'ai trouvé assez marquant, et qui a été reproduit après dans d'autres sites, d'autres situations, et notamment à l'Hôtel Pasteur à Rennes, par exemple, qui était une ancienne fac dentaire, que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, et pour qui en fait, le maire n'avait pas vraiment d'idée sur quoi faire avec. Il y avait plusieurs équipements, plusieurs grands bâtiments comme ça, et ce qu'il a été décidé, c'est d'abord de mettre en place des sortes
grandes discussions, conférences sur des sujets un peu de prospective. Se nourrir demain, se soigner demain, etc. Des grands sujets comme ça. Pour aussi réussir à finalement identifier des forces locales, des associations, des personnes clés, ressources, qui auraient envie de venir à cette, enfin maintenant qui s'appelle l'Hôtel Pasteur, hôtel à projet d'ailleurs maintenant aussi, venir et développer des activités. Donc en fait, imaginez une programmation qui était tout le temps, depuis toujours en fait encore en mouvement, même si aujourd'hui au rez-de-chaussée il y a une crèche qui a été construite, c'est encore heureux, l'agence Encore Heureux qui par ailleurs a été commissaire du pavillon français à la Biennale de Venise sur cette question des lieux infinis qui sont justement ces lieux de surprise, d'imprévus qui sont souvent créés grâce à ces occupations transitoires. Je veux bien juste la prochaine diapo, parce que je ne me risquerai pas à essayer de manipuler cette télécommande. Donc, pour revenir, donc, la question de la permanence architecturale, c'est pas exactement la même chose que l'urbanisme transitoire. D'ailleurs, l'urbanisme transitoire, certains parlent de temporaire, certains parlent d'urbanisme d'émergence. Il y a beaucoup de débats sur la façon dont on l'appelle. Moi, je garde transitoire parce que finalement, c'est le nom. Ça parle aussi bien de transition que de temporalité. C'est ça que je trouve intéressant. Donc, ce qui est intéressant, pour moi, il y a trois vraiment missions, en quelque sorte, que l'urbanisme transitoire relève. La première, c'est offrir des espaces à des prix abordables pour tout un tas d'occupants, que ce soit des petites entreprises qui se lancent ou des commerces ou de l'ESS, enfin, plein de choses différentes, plein d'usages différents, dans un marché, alors évidemment en particulier en Ile-de-France, un marché immobilier extrêmement... au prix extrêmement élevé. Le deuxième objectif, c'est justement créer ces lieux infinis, ces lieux, en fait, ces sortes de tiers-lieux, en quelque sorte. Il y a, d'ailleurs, toujours, moi, on me dit, mais en fait, c'est quoi tiers-lieu, urbanisme transitoire, c'est la même chose ou pas? Bon. En fait, il y a beaucoup de tiers-lieux qui se sont créés grâce à l'urbanisme transitoire, puisque l'urbanisme transitoire favorise beaucoup la mixité des usages, puisqu'on n'est pas justement dans un zonage, on n'est pas dans la contrainte d'une opération classique d'urbanisme, d'une ZAC ou d'un PLU, très on va dire, rigide. Donc c'est cette question de lieu. Et le troisième sujet, c'est la question de la préfiguration. Et là, en fait, on a... Bon, moi, je vous ai mis deux exemples, mais je vais d'abord parler peut-être rapidement de l'exemple le plus connu, qui est celui des Grands Voisins, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e à Paris. Juste pour dire, puisque j'imagine que, bon, peut-être que tout le monde le connaît déjà, mais que ce qui a été assez fort, c'est que... à la fin de l'occupation, alors que par exemple on avait prévu 0 m² de rez-de-chaussée actif, commerce ou activité, aujourd'hui on est à 6 m². L'étude de programmation commerciale avait dit non mais il n'y a aucune chalandise sur ce secteur, personne passe par l'avenue de toute façon qui borde l'hôpital, et donc pas de possibilité. Donc évidemment l'occupation de 2015 à 2021 a permis de montrer que si, on pouvait tout à fait créer une chalandise et apporter une attractivité pour des gens qui ne seraient pas que les habitants du quartier. Il y a aussi des bâtiments qui devaient être démolis, qui ne le seront pas. Donc là, on parle vraiment d'impact environnemental, d'impact social, de mixité. Donc en fait, on réussit à créer, enfin, ces occupations, pas toutes, mais une partie, réussissent à créer aussi cette ville que tout le monde appelle de ses voeux, en quelque sorte, depuis longtemps, si vous êtes dans l'urbanisme depuis... longtemps, la ville mixte, la ville durable, la ville inclusive, etc., qui sont en fait des objectifs tout à fait louables, mais qui sont, mais dont on n'a parfois pas toujours les outils en fait pour l'atteindre. Deux autres exemples que je voulais vous montrer, parce qu'en fait, bah non, c'était ceux qui étaient juste avant. En fait, celui de gauche, c'est Astin. Donc dans Seine-Saint-Denis, celui de droite, c'est à Marseille. C'est aussi pour montrer qu'au-delà justement des grands exemples connus, Ground Control, les sites de SNCF Immo, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit au démarrage, mais aujourd'hui on a l'ANRU qui est sur l'urbanisme transitoire, on a une charte de la ville de Paris, évidemment la région Île-de-France qui finance depuis 2016, j'aurais dû dire ça en premier, l'urbanisme transitoire, beaucoup de bailleurs sociaux. Et donc, voilà, c'est en tous les cas une pratique qui s'est beaucoup popularisée. Au-delà des grands sites connus, en fait, qui communiquent bien aussi,
On a des projets qui sont plus modestes, comme par exemple, dans le cadre du renouvellement urbain de ce quartier j'ai un blanc. Bon, ça va revenir. À Stein, le Clos Saint-Lazare, à Stein. En fait, on a eu l'agence Bellastock qui est venue en fait sur un site qui venait d'être démoli, développer ce petit jardin, mais aussi une activité d'apprentissage du réemploi, puisqu'ils sont assez spécialisés sur ce sujet-là. Donc l'idée, c'était de trouver des personnes aussi qui habitaient ce quartier, qui étaient intéressées par se former au métier du réemploi. Donc on voit sur la partie droite, bon, pas très bien, mais en fait on avait une partie de tri et de stockage de matériaux de bâtiments démolis sur le site. Donc, évidemment aujourd'hui ce site n'existe plus, il a été construit, mais ce que je trouve intéressant c'est l'apport à la fois donc d'une aménité, enfin, un jardin, un espace vert, et de cette question de la formation. Le deuxième projet il est assez intéressant, il est assez original. Là on est à Marseille dans les quartiers nord, on est juste à côté du centre commercial Grand Littoral. Et en fait, le site du parc Foresta, en fait, à la base, c'est un site d'entreposage de remblais et de déblais de l'autoroute qui, quand elle a été construite, a généré tous ces remblais. Pardon. Le propriétaire privé a proposé à ESP Camp d'occuper le site. ESP Camp a mobilisé beaucoup d'acteurs locaux pour développer des activités à la fois sportives, horticoles, même équestres, jusqu'à finalement arriver à un parc qui pose la question aussi de comment là où l'initiative publique parfois est défaillante, c'est intéressant de voir que la société civile s'empare de ces sites-là, mais que faire ensuite? Et c'est là où aujourd'hui il y a des petites dissensions politiques au sein de la ville de Marseille, puisque ESP Camp a transmis la gestion du site à des associations locales, ce qui est bien, puisqu'au fait, il y a aussi cette question d'un acteur, alors ESP Camp est né à Marseille, mais un acteur, on va dire, qui commence à être un peu, peut-être, comment dire, dominant, on va dire, sur la question de l'urbanisme transitoire, qui, en fait, est plutôt pour l'essaimage, va confier à d'autres, et justement à des associations encore plus locales, la gestion du site. Bon, aujourd'hui, il y a un débat pour savoir si la ville de Marseille rachète ou pas le site, qui tourne plutôt à un débat très politique, à savoir, faut-il finalement payer ce propriétaire privé, à quel prix le payer, quoi. Bon. Mais tout ça pour dire qu'il y a une variété de projets qui peuvent se développer de cette façon-là, de façon très progressive, très itérative, très en contact avec le terrain. Alors moi, je ne dis pas que c'est la solution à tous les projets d'aménagement, mais on parle depuis évidemment ce matin de transformation de friches, on parle de transformation de l'existant, et l'atout de l'urbanisme transitoire, c'est aussi de vraiment identifier très précisément et très physiquement les atouts et les capacités de transformation d'un site, en fait, d'une part, et d'autre part, de savoir vraiment travailler sur l'ancrage local, très bien connaître le tissu associatif local pour travailler avec. Alors évidemment avec de temps en temps des petites frictions, mais ça c'est normal, c'est la vie. Voilà. Et pour finir, ce que je voulais aussi mettre en avant, c'était la façon dont finalement, au-delà de... Parce que la critique c'est toujours, oui, bah, c'est transitoire, mais pourtant il y a des choses vraiment super qui se passent, c'est dommage, ça ferme, etc. Bon, d'une part, il y a une partie qui reste dans les programmations, mais aussi il y a des nouveaux outils qui se sont créés. Il y a des nouveaux... Enfin là, je présente une diapo sur Base Commune, hein, c'est la page pas d'accueil, mais c'est une des pages du site de Base Commune, qui est une foncière solidaire qui a vocation, justement suite au constat qu'il y avait énormément de demandes de rez-de-chaussée actifs à des prix, on va dire, en dessous des prix du marché. Bon, alors malheureusement, j'ai raté la toute première table ronde sur le BRS activité, mais je pense qu'il y a des sortes évidemment de liens, c'est-à-dire comment on imagine voilà, soit le logement social pour l'activité, soit en tous les cas un accès abordable pour les petites entreprises qui se lancent, notamment celles de l'ESS. Donc voilà, pour dire, il y a Base Commune, il y en a d'autres. Il y a des foncières solidaires qui se sont aussi créées dans ce terreau fertile de l'urbanisme transitoire. Et dernière chose, parce que je ne sais pas du tout
quelle heure il est. On est dans les temps. C'est la question de l'évaluation. Je voulais juste vous parler d'un outil qui s'appelle Commune Mesure. Donc on trouve toujours Commune quelque part. Hein. Commune Mesure, c'est un outil développé par l'atelier Approche et Plateau Urbain qui a vocation à aussi parler de l'impact urbain et social de ces projets. Parce qu'il est très difficile parfois pour les acteurs de ces projets d'urbanisme transitoire de montrer en fait leur impact et de convaincre parfois des élus, notamment des élus qui ne seraient pas très motivés, puisqu'en fait il n'y a pas d'indicateur économique. Alors il y en a un peu, mais ils sont forcément pas aussi, ils répondent pas forcément aux attentes, on va dire, des élus ou des décideurs. Et du coup l'idée c'est de travailler sur des indicateurs qui parlent aussi beaucoup plus d'impact local, de transformation urbaine et de développement territorial. Merci Cécile. Je voulais juste réagir sur cette dernière slide. Effectivement, la question du portage de rez-de-chaussée actifs pour la rendre accessible à des activités qui ne trouveraient pas, j'allais dire, leur place chez un investisseur lambda. C'est un sujet qui est quand même déjà bien traité et bien en avance auprès des EPL qui ont, pour un certain nombre d'entre elles, développé des SaaS, des filiales et qui justement développent aussi ce type de projet. Peut-être avant d'accueillir des questions du public face à ces présentations, il y avait un petit mot, je crois, Jean-Baptiste, on avait échangé en préparant cette table ronde sur la question d'indicateurs et finalement d'outils de mesure un peu de l'action d'EPAMarne au service, j'allais dire, de la sobriété foncière ou de la résilience territoriale. Et je trouvais qu'il y avait une initiative qui était assez intéressante, adossée à une obligation et que vous avez transformé finalement en quelque chose d'assez fort. Donc c'est votre obligation de mettre en place un plan stratégique opérationnel qu'on pourrait assimiler à l'équivalent d'un plan d'évolution stratégique des EPL, mais là qui s'impose à vous qui vous est imposé par la tutelle et par du réglementaire, et vous l'avez transformé en indicateur et en capacité aussi à mesurer finalement concrètement votre action à travers l'ensemble des opérations que vous menez. Oui, effectivement, je t'en avais parlé pendant la présentation. En 2 minutes, pour qu'on puisse accueillir. Sans slide, ça va être facile. Hein. Alors, on a fait des indicateurs et on les sort tous les ans. Donc plus sérieusement. En fait, notre tutelle État nous engage chaque année sur des indicateurs de performance sur nos opérations en termes de développement durable, en termes d'enjeux d'aménagement vertueux, et puis sur des défis sur lesquels on est engagé dans une vision pluriannuelle sur différentes thématiques, comme par exemple le bas carbone, comme la mobilité décarbonée, comme le chrono-urbanisme. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, ces indicateurs, on les sortait pour notre tutelle, pour notre part variable. Mais dans cette volonté de faire mieux accepter les projets urbains par les habitants et plus globalement par le grand public, on se devait d'être beaucoup plus communicant sur notre performance, sur l'utilité de notre action. Et donc, effectivement, on a mis en place, via nos maîtrises d'œuvre urbaines, parce qu'on est extrêmement impliqué sur le BIM-SIM, donc on a un socle numérique sur la plupart de nos grands projets urbains, on a un SIG hyper performant avec une gestion de la data centralisée au niveau de l'équipe SIG, et donc on est en capacité chaque année de ressortir sur les projets d'aménagement qui ont la plus forte actualité opérationnelle en termes de dépenses sur les travaux d'espace public ou sur les recettes avec la vente de charges foncières et donc du coup la construction et l'engagement de nouveaux logements. Ce qu'on sort en bâtiment impliquant le bois dans les modalités constructives. On sort chaque année notre ratio sur la création de pistes cyclables par rapport au nombre de kilomètres de voiries créées. On sort un ratio sur le nombre de kilomètres de cheminement doux offert à chacun des habitants qui arrivent dans un logement sur Marne-la-Vallée. C'est-à-dire, en fait, on a aujourd'hui un indicateur qui dit que chaque habitant qui arrive dans un logement a 12,3 km de cheminement doux en partant de son logement, c'est-à-dire un cheminement piéton dans la rue, un parc urbain, une forêt, une prairie. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on suit, et y compris aussi l'enjeu d'expliquer que chacun des habitants qui arrivent sur notre territoire ont à moins de 15 minutes à pied
les équipements et commerces essentiels à la vie quotidienne. C'est-à-dire, on a sur un échantillon d'une dizaine d'équipements santé, sport et une dizaine de commerces essentiels pour nous et pour les élus des collectivités, on a chaque année un compteur qui dit que chaque habitant a moins de 15 km à pied, un médecin généraliste, une pharmacie, un stade, tous ces indicateurs qui nous permettent en fait de quelque part de justifier notre action. Tout à l'heure, on parlait de la notion d'acceptabilité dans une période où finalement l'acte de construire n'est plus un acte positif vu du grand public. Mais en fait, quelque part, on peut aussi justifier notre action au travers des services et des aménités qu'on apporte grâce au projet urbain. Donc l'idée, c'est de le communiquer et de le faire savoir. D'accord, merci. Jérôme, vous voulez réagir peut-être sur ce... Oui, moi je voudrais réagir sur un sujet qui vient d'être abordé et qui en fait on tourne autour depuis ce matin, c'est le problème de l'acceptabilité. Dans la perspective du zéro artificialisation nette ou de la sobriété foncière qui représente quand même une révolution, cette question me semble être de l'acceptabilité à la fois par les élus et par les populations, me paraît être un sujet... très très important. Je le dis parce que à la table ronde de ce matin, vous avez fait allusion au SRADET. Il y a un échelon. Alors dans mon bouquin, pardon, je reviens à mon bouquin, mais je développe beaucoup la notion de subsidiarité à laquelle je tiens beaucoup et quel est le territoire pertinent. Je trouve que le bon échelon de la subsidiarité pour la discussion de ces sujets-là, me semble-t-il, je prends un risque, c'est les SCOT. Dont je crois on n'a pas parlé aujourd'hui, mais le SCOT me semble être, dans le cadre de ce que j'essaye de défendre autour des concepts de géosymbiose, le bon endroit ou la bonne taille de territoire pour discuter entre collectivités qui ont chacune des intérêts qui peuvent être divergents, mais où ils arrivent à trouver, parce que précisément c'est un territoire de relative proximité, des intérêts convergents et à discuter entre autres entre ville et campagne, mais pas seulement. Donc l'occasion d'en reparler dans peut-être une prochaine journée spécifique sur la planification et... On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? On a une petite séquence là de 5-6 minutes pour prendre des questions et nos invités seront un plaisir d'apporter des réponses. C'est la première qui est toujours la plus difficile à poser. Et c'est la fin de journée, on vous a un peu assommé. Peut-être moi j'ai une question par rapport aux indicateurs. Alors, c'est un peu mon tropisme indicateur. Je suis très branché indicateur en ce moment. Est-ce que du coup ces indicateurs qui effectivement servent à justifier ou à pouvoir valoriser l'action ont aussi un rôle dans finalement la programmation des futures opérations? Est-ce qu'on en tire des enseignements? Est-ce que ça permet d'infléchir certains projets? Est-ce que ça permet de renoncer? On évoquait le renoncement. Complètement. Là, clairement, cette notion d'indicateur, c'est pas juste une question de reporting. C'est vraiment quelque chose qui nous objective chaque année. Je prends l'exemple sur l'espace public. On calcule le coefficient de biodiversité et donc on se fixe une ambition minimale par projet urbain. Sur la partie logement, par exemple, on est depuis des années en anticipation de la RE 2020. Et aujourd'hui, 50% de notre production immobilière est déjà sur le seuil 2025 et 30% de notre production sera sur le seuil 2028 à partir de 2023, enfin à partir de l'année prochaine. Donc ce genre d'indicateur, en fait, ce n'est qu'une résultante des ambitions qu'on fixe et qu'on tient dans le temps sur nos opérations. C'est vrai que lorsqu'on a commencé en 2015 à afficher une ambition de faire de la construction bois pour le tiers de notre production immobilière, au départ, on y a été, honnêtement, je peux le dire maintenant avec un peu d'humour, on y a été en se faisant un peu plaisir parce que la filière bois n'était pas structurée, elle n'est pas forcément stabilisée aujourd'hui. Enfin, en tout cas, des acteurs comme nous, en fait, on y contribue. Nous, on est très impliqués sur FIBois, sur le club Ambition Bois, parce qu'on considère en fait que c'est en donnant des objectifs et en faisant un signal fort au marché et en donnant des engagements pluriannuels que du coup on aide quand même la filière à se structurer. Je parle du bois, mais je pourrais parler d'autres choses, notamment sur les matériaux biosourcés et géosourcés. Si on prend des engagements, par exemple, on a fait un projet d'innovation pour faire une opération en terre crue porteuse sur du R+1. Donc il a fallu un ATEX avec le CSTB, c'est-à-dire qu'il a fallu faire 18 mois de recherche et développement. Et en fait, toute l'innovation, c'est pas uniquement de faire une expérience qui marche. L'intérêt, c'est de dire que sur un territoire comme les nôtres, j'ai des merlons de terre, avec plutôt de terre de bonne qualité,
que je peux réutiliser en économie en circuit court, donc avec des industriels à structurer, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, pour faire en sorte que l'utilisation de ce matériau biosourcé soit le plus proche de notre propre projet immobilier. C'est ça en fait l'intérêt. L'intérêt n'est pas de se donner une fausse bonne conscience à utiliser un matériau qu'on va chercher en camion à 100 km. Si vous voulez. Donc vraiment, cette notion-là de performance et on rend des comptes chaque année à notre conseil d'administration et ensuite derrière sur une communication plus large, c'est de dire que quelque part, les ambitions qu'on se fixe, elles sont raisonnées et elles apportent un plus dans l'intérêt de notre action. Sinon, c'est juste de la com et honnêtement, ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le long terme. Donc, outil de mesure de l'ambition et outil également de redéfinition de cette ambition. Exactement. Par exemple, si je prenais un exemple, on s'est fixé pendant très longtemps beaucoup. Là, il faut qu'on se fasse aussi notre propre autocritique en tant que prescripteur de promoteurs immobiliers. On s'est fixé pendant très longtemps de grosses ambitions sur des labels de performance. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec le surcoût des matériaux, avec les problèmes d'approvisionnement, et donc quelque part le problème de l'équation économique que subissent les promoteurs sur la qualité de construction versus le coût de construction versus le maintien d'un prix de sortie intéressant pour commercialiser le logement, en fait, on est dans une équation qui nous amène quand même à rationaliser quand même beaucoup les contraintes qu'on met aux promoteurs et parfois à choisir d'aller à l'essentiel sur une classification E+C-, sur un label BBCA, sur un seuil RE 2020, pour faire en sorte que l'équation quand même financière soit tenable et qu'on ne se fasse pas de fausses, belles promesses, à avoir un promoteur qui vous fait de formidables promesses au moment de la consultation promoteur, et ils sont choisis et 5 ans après, on se retrouve encore à devoir négocier l'avenant à la promesse de vente parce que l'opération ne tient pas. Donc on doit être aussi, nous on bosse avec des architectes, avec des économistes, avec des cabinets environnementaux qui sont nos propres AMO et qui nous accompagnent à la fois dans la clarification des ambitions attendues dans chacune de nos consultations promoteurs, mais également dans le suivi des projets en développement. Donc on a finalement une expertise en amont et en aval pour faire en sorte qu'on ne se fasse pas plaisir à imaginer des choses qui finalement ne correspondent pas ni à la réalité technique d'aujourd'hui, ni à la volonté des habitants. Franchement, aujourd'hui, faire un bâtiment tout bois, commercialement, ça fait peut-être plaisir à certains habitants de Paris qui ont les moyens, mais honnêtement, dans des territoires comme le nôtre, on doit garantir un parcours résidentiel avec une équation financière pour un foyer jeune travailleur jusqu'à un pavillon de luxe en passant par du logement collectif, un foyer jeune travailleur et de la résidence étudiante, parce qu'on a quand même 20 000 étudiants sur le territoire, sur Descartes et sur le Val d'Europe. On doit être quand même des gens assez pragmatiques à fixer des ambitions pour apporter une qualité d'usage tout en étant raisonnable sur l'équation économique. Donc, ces indicateurs, ça nous permet vraiment chaque année de nous challenger en disant je fixe des ambitions, je vais devoir rendre des comptes, mais au final, le meilleur résultat, c'est d'avoir une qualité de satisfaction. Quand on a fait une enquête de satisfaction sur le Val d'Europe, qui est le territoire de Disney, que finalement, parfois, on connaît mal parce qu'on se dit vivre à côté du monde de Mickey, c'est pas terrible, mais en fait, on se rend compte que 96% des habitants qui ont répondu à l'enquête de satisfaction conseillent de venir vivre sur le Val d'Europe. 92% des entreprises implantées sur le Val d'Europe conseillent de venir s'implanter sur le Val d'Europe. Ça, c'est quelque part les meilleurs indicateurs qui nous rendent fiers de notre action d'aménageur. Donc c'est quelque chose qu'on veut absolument suivre dans le temps. Très bien, ce sera le mot de la fin, je crois, puisqu'on est pile poil dans le timing, il est 16h30. Il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre participation.